Bonjour et bienvenue à tous sur notre premier congrès virtuel. Il était juste impensable pour nous de ne pas retrouver au moins un rendez-vous pour vous avoir et avoir l'impression de tous vous avoir avec nous. Vous savez comment dans les CESU, on aime se retrouver une fois par an, soit sur nos journées, soit sur nos colloques. Et quand on a été obligé de prendre la douloureuse décision d'annuler en présentiel ce colloque, le temps nous donnant raison, mais il n'empêche qu'il fallait qu'on trouve quelque chose, et donc d'où l'idée de cette matinée virtuelle consacrée au CESU, à l'enseignement. Donc merci à tous déjà d'être si nombreux à être connectés. Donc c'est une première, vous allez être indulgents comme d'habitude, on espère que tout va bien se passer. Ça va se diviser en trois parties, hein. Une première partie très rapidement, et je le remercie déjà d'avoir répondu comme d'habitude présent à notre sollicitation. Jean-Marc, que présentera Céline, mais que vous connaissez déjà tous. Ensuite, on aura une partie CESU et Covid, hein. On pouvait euh, impossible de faire un congrès des CESU sans parler de Covid. Donc, avec le résultat d'une enquête à laquelle vous avez répondu, qu'on a fait. Et on parlera du module de formation des renforts paramédicaux de réanimation. Ensuite, une autre partie qui sera un temps plus pédagogique avec 3 intervenants sur des choses très pédagogiques. On fera une petite pause, il sera 11 heures. Et juste après, ce sera surtout un temps d'échange. On vous présentera le bilan des CESU alors de 2019, mais avec une organisation de bilan qui a été complètement revue avec de nouveaux membres du CA. Donc, on vous présentera ça. Et puis, on vous représentera le site web et notamment comment rentrer des formations, comment rentrer la totalité de tout ce que vous faites dans vos CESU sur la partie du site web qui vous appartient. Ça, ce sera vers la fin de notre matinée. Et puis, on terminera avec des questions-réponses avec la totalité des membres du CA qui seront affichés à l'écran et que vous pourrez voir et revoir. Et comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions. Tout au long des interventions, n'hésitez pas à… bienvenue à la Guadeloupe, 4 heures du matin, très fort, bravo. N'hésitez pas à poser des questions donc sur, bien sûr, le petit onglet Converser. Nous, on va récupérer toutes vos questions. Et puis, à la fin des interventions, on posera les questions, nous, aux intervenants, pour éviter d'avoir, bien entendu, vous le comprenez, plus de 160 personnes affichées à l'écran. Ce serait très compliqué. Donc, voilà comment va se passer cette matinée. C'est une matinée qui va être enregistrée et qu'on pourra rediffuser. Alors, on avait pensé aux Outre-mer, mais quand on voit que la Guadeloupe se lève à 4 heures du matin, on dira à notre ami Pierre Chesneau, qui est dans le CA, qu'il aurait pu aussi se lever. Voilà, je vais laisser la parole à Céline et à Jean-Marc pour débuter ce séminaire. Et encore une fois, merci à tous d'être si nombreux et si présents avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à tous. Juste peut-être avant de passer la parole à Jean-Marc, un petit mot pour vous demander, pour ceux qui sont à plusieurs devant leur écran, si vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire à combien vous êtes, ce qui nous permettra de savoir, de pouvoir évaluer combien de personnes ont assisté au webinaire, ce serait sympa. Et donc, on lance ce webinaire avec Jean-Marc Philippe, qui est conseiller médical auprès du directeur général de la santé pour les urgences et la sécurité sanitaire. On imagine que Jean-Marc, tu as été très occupé ces derniers temps, et donc on te laisse la parole pour nous faire un petit point sur l'actualité Covid et crise. Merci à toi. Merci beaucoup Céline et merci à l'Ancesu de cette invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être parmi vous, même si c'est de façon virtuelle. Et merci de m'avoir proposé d'échanger avec vous quelques points sur cette épidémie de Covid qui nous occupe tous énormément depuis maintenant. Allez, on est quasiment au 11e mois de cette épidémie qui est une épidémie un peu sans fin et qui nous a beaucoup occupés. Et je tiens vraiment à remercier l'ANCESU et tous les CESU pour leur réactivité dans cette crise, parce qu'ils ont été énormément sollicités et c'est comme à chaque fois une réponse extrêmement rapide et réactive.
Alors, cette épidémie, eh bien, on l'a vu apparaître, hein. Moi, je me souviens du mois de décembre où on commençait à voir qu'il se passait quelque chose en Chine, on ne savait pas trop. Et puis, eh bien, en 3 mois, on a une pandémie. Et c'était vraiment ce que l'on craignait, c'est-à-dire dans tous les travaux de préparation, de planification, c'est vraiment le scénario du pire avec une maladie infectieuse émergente à fort potentiel épidémique. Alors, bien, on a mis en place une stratégie qu'on avait préparée, hein, puisqu'on avait travaillé à l'issue de la pandémie de 2009 sur un plan pandémie grippale, mais qui était un plan globalement en pandémie avec un virus à potentialité de transmission respiratoire. Et donc, on avait travaillé et on avait décliné la réponse du système de santé. Et heureusement qu'on l'avait fait parce que ça a été la base, ça a été la colonne vertébrale de toute la réponse du système de santé. C'est le plan Orsan, risque épidémique et biologique, qui a été mis en œuvre au niveau des régions et au niveau national et décliné dans chaque établissement de santé, dans chaque structure de soins, qu'elle soit de médecine de ville, en établissement de santé, en établissement médico-social, avec à chaque fois, je dirais, des stades qui nous ont occupés, que ce soit freiner l'introduction, freiner la propagation et surtout atténuer les effets de l'épidémie dès lors que l'on est rentré dans cette phase active de l'épidémie. Globalement, pour nous, l'enjeu était de faire en sorte de limiter l'impact de cette épidémie pour permettre au système de santé monté en puissance de façon extrêmement importante, j'y reviendrai, d'absorber les formes graves provoquées par cette maladie. Et on sait qu'elles sont nombreuses et extrêmement brutales pour les patients qui sont touchés. Alors, bien évidemment, face à cette stratégie, eh bien, on fait de la planification à chaud, c'est-à-dire qu'on a une base, comme vous l'avez vu, c'est le dispositif Orsan et ce plan Orsan-REB, mais encore faut-il l'adapter à ce virus émergent que l'on ne connaissait pas, que l'on a appris à connaître au fil du temps, à travers différents guides méthodologiques qui ont été produits. Et je remercie tous ceux, il y en a parmi vous que j'ai vu qui ont participé à l'élaboration donc, de ces différents guides. Donc, le guide qui nous a permis on va dire, de préparer la phase épidémique, mais surtout de travailler sur la partie des stades 1 et 2, c'est-à-dire de freiner l'épidémie. Et puis ensuite, quand on est passé en phase épidémique, eh bien, comment gérer cette épidémie le mieux possible, et notamment la montée en puissance des soins critiques pour permettre de répondre. Et puis ensuite, dès le déconfinement, on a travaillé au plan de réponse ciblé et gradué à une reprise épidémique. C'est le plan qui est actuellement appliqué et qui donc permet d'assurer cette réponse du système de santé pour faire face à cette seconde vague. Alors bien évidemment, tout ça a été complété par un certain nombre de fiches qui sont disponibles, fiches techniques. Je souhaitais mettre en exergue aussi tout le travail que l'on a fait de formation en ligne avec l'ANSESU, avec Gaël, avec Céline, avec Catherine, avec l'EHESP, avec qui on a eu un partenariat très important, avec tous les collègues de la COREB aussi, la coordination du risque épidémique et biologique. Et on a produit ces petites vidéos qui sont accessibles donc à partir du site du ministère de la Santé. Je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas vues. Elles sont extrêmement bien faites. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on avait commencé à imaginer. Et c'est un outil extrêmement important et intéressant à développer pour l'avenir, notamment en complément de la formation gestes et soins d'urgence spécialisés. Je pense qu'on aura à y travailler tous ensemble à l'avenir. Alors bien évidemment, eh bien, on s'y attendait. Après cette première vague, la fin du confinement, eh bien, la deuxième vague, elle a profité de la période estivale et le virus adore les moments de convivialité pour se répandre. Hein. C'est vraiment le virus qui profite de ces occasions pour vraiment se diffuser et se diffuser parmi la population fragile. Et on a eu cette deuxième vague extrêmement brutale avec une montée, vous voyez, très progressive à la fin de l'été. Et puis, au bout d'un moment, un décrochage, on est passé d'une progression linéaire à une progression exponentielle et qui nous a fait obliger à prendre un certain nombre de mesures. Et ces mesures, ces deux leviers d'action que l'on a, eh bien, c'est de renforcer les mesures de contrôle épidémique. Et parmi ces contrôles, celle qui marche le mieux, que l'on a éprouvé, c'est limiter les interactions sociales. C'est désespérant, c'est désolant, mais je dirais il n'y a que ça vraiment qui marche. Alors, les gestes barrières, ça marche très bien.
On est passé d'un R0 à 1,5, mais 1,5 c'est déjà trop. Et ce 1,5, eh bien, il faut le réduire encore. Et c'est par la limitation des interactions sociales que l'on va pouvoir essayer de contrôler cette progression. C'est pour ça qu'ont été mis en œuvre dans les grandes métropoles le couvre-feu et ensuite ce confinement, on va dire, intermédiaire par rapport à celui qui avait été mis en œuvre en mars. Pardon. Et ensuite, bien évidemment, c'est de renforcer les capacités du système de santé. Alors, renforcer les capacités du système de santé, c'est pour prendre en charge notamment les formes graves, celles qui nécessitent des soins hospitaliers. Et bien évidemment, on a, pour la première vague, l'expérience de Chine, d'Italie et puis celle de la région Grand Est. Et puis ensuite, à partir de modélisation de l'impact sur l'offre de soins, notamment sur les respirateurs disponibles, les lits potentiels, les capacités de montée en puissance, c'est-à-dire de monter en puissance des lits de soins continus pour les transformer en réanimation, et bien tout ça a été fait avec une réactivité tout à fait remarquable. Mais bien évidemment, tout ça nécessite des hommes, des femmes, des soignants qui sont mobilisés pour permettre. Il ne suffit pas d'avoir des respirateurs, il ne suffit pas d'avoir des lits, il faut des personnes qui soient formées, qui soient susceptibles de travailler, de prendre en charge ces patients-là. Et là, l'ANSESU a une réactivité extraordinaire en mettant en place ce programme de formation dont vous parlerez tout à l'heure. Alors bien évidemment, eh bien, tout ça nous a amené à faire quelque chose qui était totalement inimaginable, c'est-à-dire d'augmenter notre capacitaire de réanimation de 5 000 lits à 10 000 lits. On est même monté au mois d'avril à 12 000 lits en cible haute. Il faut quand même se rendre compte que 17 000 patients en première vague ont été, plus de 17 000 patients ont été hospitalisés en réanimation, avec la journée du 8 avril où on a quand même eu 7 142 patients hospitalisés, ce qui est un chiffre assez extraordinaire. Et en deuxième vague, eh bien, le pic a été atteint le 16 novembre avec 4 919 patients en réanimation, ce qui montre bien la formidable montée en puissance qui a eu lieu. Mais bien évidemment, cette montée en puissance locale ne suffit pas. Il a fallu que l'on procède, tant en première vague qu'en seconde vague, à des opérations, on va dire, de désaturation des régions les plus touchées. Et ça a donné lieu à, là aussi, quelque chose d'unique dans notre histoire, hein, depuis la Première Guerre mondiale, unique aussi dans les pays européens, même au niveau mondial. Et c'est vrai que beaucoup de pays s'intéressent à ce que l'on a fait. C'est ces évacuations massives, 660 patients transportés en première vague. Pendant l'été, l'outre-mer a été fortement touché. C'est 160 patients qui ont été évacués de Mayotte vers la Réunion, depuis la Guyane vers les Antilles, depuis la Guadeloupe vers la Martinique. Et puis là, en deuxième vague, on est à 163 patients qui ont été évacués. Vous voyez les différentes cartes de première vague ici qui vous montrent un petit peu à la fois des évacuations sur le territoire métropolitain étrangers. L'Allemagne nous a fortement aidé, la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche. Et même en deuxième vague, l'Allemagne a pris un certain nombre de patients. Alors, on a utilisé tous les modes de transport imaginables, du train, du bateau, on a fait du bus, on a fait de l'hélicoptère civil, de l'hélicoptère militaire, de l'avion civil, de l'avion militaire. Et tout ça, eh bien, il faut qu'on l'évalue et on a mis en place une étude de cohorte extrêmement importante, qui est pilotée par l'EHESP, par le département de recherche de l'EHESP, qui nous permet de travailler pour évaluer l'impact en termes de morbimortalité sur cette cohorte de patients. Ce qui commence à montrer ses premiers chiffres, c'est que l'on n'a pas été délétère sur les patients transférés. C'est les premiers chiffres que l'on a. On n'a pas d'aggravation du fait de ces transports, ce qui est extrêmement rassurant. En cours, elle s'inscrit dans un consortium qui mobilise quelque chose qui sera extrêmement intéressant en termes de retour d'expérience. Alors, on utilise des tableaux de bord et je voulais partager, pour terminer cette présentation, eh bien, ces tableaux de bord qui montrent bien, c'est d'abord le taux d'incidence extrêmement important qui est actuellement de 150 après un pic extrêmement important. Vous voyez, donc on a cette accalmie de l'été, et puis à la fin de l'été, avec le brassage de la population, eh bien, cette montée
cette montée d'abord linéaire et puis ensuite cette exponentielle. Vous voyez, elle est gigantesque, elle est impressionnante. Cette épidémie, c'est vraiment, on va dire, quand on prend l'analogie avec un incendie, dès qu'elle trouve un terrain favorable, ça flambe. Et là, vraiment, cette flambée, on le voit, jusqu'à ce que les mesures que l'on a mis en place, à la fois le couvre-feu et le confinement, commencent à porter ses fruits et montrer cette accalmie. Alors, on le voit aussi avec le R0, hein, le R0 effectif, qui était globalement supérieur à un 5 avant les mesures, on va dire, plus drastiques, et qui est actuellement à 0,65. On voit, alors ça, c'est les différentes courbes parce qu'on a différentes méthodes pour le calculer, mais en tout cas, elles sont corrélées. Et bien évidemment, eh bien, tout ça avec ce décalage que vous connaissez bien, d'environ 15 jours, 3 semaines, eh bien, commence à se voir au niveau de nos services hospitaliers, qu'ils soient, là c'est la réanimation, mais en service de médecine conventionnelle, puisqu'on a aussi appris de nos pratiques, on prend en charge les patients différemment, on les intube moins précocement, on utilise des techniques d'oxygénation donc non invasives pour éviter notamment la ventilation contrôlée. Et on voit que là, on a cette lente décrue qui s'amorce dans nos services avec une diminution du taux d'occupation des lits de réa par les patients Covid. Et là, bien évidemment, on retrouve aussi cette même courbe sur les taux de positivité des tests RT-PCR qui est corrélé au taux d'incidence. Il faut rester extrêmement prudent là-dessus. Ces chiffres, notamment, sont à prendre avec la prudence nécessaire, qui sont liés notamment à l'introduction des tests antigéniques. Et donc, il faut toujours rester très, très prudent. C'est un indicateur. On a toujours une semaine de retard par rapport à ce que l'on constate. Et donc, mais quand même, là, on s'aperçoit, et vous le constatez, j'imagine, au quotidien dans vos services, cette amélioration. Alors, quelles sont les perspectives? Eh bien, ça va être la nouvelle étape, va être la vaccination. On en parle beaucoup actuellement. On a 4 types de vaccins qui vont arriver, des vaccins assez classiques, un vaccin antiviraux qui sont basés soit sur des virus inactivés ou des virus affaiblis. C'est notamment celui dont on a parlé, AstraZeneca, il est basé sur ce modèle. Et puis, on a des nouveaux vaccins qui vont voir le jour avec des vecteurs viraux. Pasteur développe un vaccin extrêmement intéressant en utilisant le virus de la rougeole comme vecteur dont on connaît le grand pouvoir immunogène et donc qui devrait être intéressant. Ça, ce sont des vaccins qu'on va avoir plutôt on va dire en deuxième partie de 2021. Et puis des vaccins dont on a parlé beaucoup, c'est ceux qui se conservent à très basse température, des vaccins qui sont basés sur une nouvelle technologie. En fait, grosso modo, on intègre du matériel génétique dans nos cellules, que ce soit de l'ARN ou de l'ADN, et qui va faire que nos cellules vont produire des protéines virales et qui vont permettre l'immunisation. Alors, ce sont des techniques qui sont nouvelles, qui présentent un intérêt essentiel, c'est qu'elles confèrent une immunité qui est certainement meilleure que celle conférée par des vaccins plus classiques qui sont un peu du type de ce qu'on connaît pour le vaccin de la grippe. Et puis, on a des vaccins qui, eux, sont basés sur des protéines virales qui sont injectées. C'est à peu près la même chose que les vaccins à acide nucléique, sauf que là, on injecte de la protéine et là, on la fait produire par nos cellules. Alors, tout ça va nécessiter une énorme logistique. Il y a une équipe interministérielle qui travaille à la mise en œuvre de cette vaccination. Ça ne va pas être une mince affaire. Vous allez certainement être sollicité à un moment donné pour pouvoir y contribuer et on va dire, participer à cette campagne de vaccination qui va être certainement multiple, utiliser la médecine de ville, utiliser de la vaccination dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais aussi de la vaccination certainement dans des centres de vaccination. Donc tout ça va être l'enjeu des prochaines semaines. Un autre enjeu aussi qui va être extrêmement important, c'est celui de la nouvelle stratégie dont a parlé le président de la République, c'est la stratégie TAPS, tester, alerter, protéger, soigner. Et là, on va avoir besoin de ce que l'on appelle des équipiers pour faire du porte-à-porte, pour pouvoir aider les personnes qui sont positives à rester chez eux, à avoir des gestes barrières. Et là, moi, je suis en train de vraiment essayer de voir comment on peut former ces futurs équipiers. Et bien évidemment, on les formera, et j'y tiens beaucoup, avec la supervision des CESU, certainement en utilisant aussi la force des associations agréées de sécurité civile qui ont une force de frappe en termes de formation importante. Et là, j'aurai à partager avec vous certainement des éléments rapidement pour voir comment on peut positionner les CESU en tant que, on va dire, référence de
action de formation qui se fera dans les départements pour ces futurs équipiers, parce que les CESU ont le savoir-faire, ont la connaissance, et notamment pour tout ce qui va être prélèvement, je pense qu'on a un vrai intérêt. On en parlera, mais je vous donne déjà une petite perspective où on aura vraiment à travailler ensemble là-dessus. Et voilà, donc je tenais à terminer en remerciant à travers cette formidable mobilisation pluridisciplinaire, pluriservice, multiservice, qui a concerné tout le monde, les soignants militaires aussi, tous nos collègues de la sécurité civile qui ont été fortement mobilisés, les associations agréées de sécurité civile qui ont tous participé. Et je crois que la citation de Mark Twain prend toute son importance. C'est vrai qu'on a fait quelque chose et on continue à faire des choses impossibles, mais on le fait et on le fait bien, avec toujours ce qui nous anime, c'est le bénéfice pour les patients et dans des conditions extrêmement difficiles que l'on a tous connues, des pénuries de masques, des difficultés à avoir des médicaments, mais on a réussi quand même à le faire avec toute cette complexité. Je voulais vous remercier de votre attention et encore merci de votre accueil. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette intervention très claire. Il me paraissait important vraiment de commencer par ça. On a juste une question qu'on va te poser concernant la partie formation. On en a parlé hier en conseil d'administration. C'est drôle parce que cette question arrive. En fait, on s'est tous aperçus avec cette formation qu'on a essayé de mettre en place au maximum dans nos différents CESU qu'en temporalité, on était toujours un petit peu derrière. Est-ce que toi, tu penses un petit peu, comme on en a pensé hier, c'est une réflexion de nos amis de Marseille, qu'on pourrait peut-être s'organiser pour avoir une, entre guillemets, réserve d'infirmiers de réanimation qui suivent cette formation et de pouvoir préparer la suite. On ne sait pas ce qui va se passer demain ou même dans quelques années. Et donc, de pouvoir avoir cette réserve d'infirmiers qui pourraient aller en réanimation et donc de poursuivre cette formation et d'avoir le soutien du ministère pour qu'elle soit vraiment inscrite dans l'importance d'avoir ces réserves d'infirmiers de réanimation. Oui, on partage complètement cette analyse. L'objectif est de créer effectivement cette réserve. Alors, je pense que elle est importante de la créer au niveau de chaque établissement de santé. Je pense que chaque établissement de santé doit identifier, enfin établissement de santé qui dispose d'une structure de réanimation, de cette réserve et que l'on puisse identifier ces établissements, former les personnels, avoir cette réserve qui est mobilisable et qui sait très bien quand elle est mobilisée là où elle va travailler, dans quelles conditions elle va travailler, qu'on ait une approche aussi bien évidemment régionale pour avoir la possibilité d'avoir on va dire, ce vivier qui peut prêter main forte. Alors, c'est valable pour une épidémie comme la Covid et les autres vagues qui risquent d'arriver après les vacances de Noël, on y pense tous, mais aussi quand on est confronté à des situations sanitaires exceptionnelles majeures, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit une explosion, que ce soit des attentats, eh bien, on peut avoir besoin tout à fait de ces personnels. Donc là, on est complètement dans cette démarche, et cette démarche, on l'a inscrite. Je ne sais pas si vous avez vu tout le corpus de ces fiches qui ont été diffusées il y a maintenant quelques semaines et donc il y en a une sur la formation d'ailleurs où est référencée la formation proposée par l'ANSESU et donc l'objectif c'est vraiment de faire ça et là avec la DGOS, on a pas mal travaillé, donc il y a eu une task force autour de l'AREA qui a été pilotée par Mathieu Rau, que vous connaissez certainement, qui est donc au niveau des urgences de la Pitié-Salpêtrière avec Étienne Gaillet. Et puis tous les collèges, les conseils nationaux professionnels ont été associés pour pouvoir un petit peu travailler là-dessus. Je pense qu'il va falloir qu'on développe ça et qu'on travaille ensemble là-dessus. Mais c'est bien cet objectif Gaël, qui nous permettra d'avoir cette réserve et qui nous servira et qu'il faut faire vivre. Aussi. Moi, je pense aussi à une réserve aussi au sein des SAMU pour monter en puissance également, pour répondre. Ça a été fait beaucoup et ça, il faut la valoriser. Il faut qu'on capitalise sur ce qui a été fait et ça nous servira toujours pour les prochaines crises. Donc, tout à fait partant là-dessus. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Jean-Marc pour cette belle introduction. Et puis encore une fois, merci d'être si présent avec nous et de nous permettre d'avoir un lien constant avec notre ministère de tutelle. Et encore vraiment, merci pour ça. Si ça ne t'embête pas, c'est moi. Pour la première partie qui peut aussi te concerner, sauf si tu as des impératifs. J'ai des impératifs, mais je vais écouter quand même.
Merci à toi.